les forces de frottement. De quoi s'agit-il? Le frottement, ce qu'on appelle aussi d'ailleurs la friction, c'est un phénomène physique, comme on dit, qui a lieu à l'échelle microscopique et que l'on constate à l'échelle macroscopique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire microscopique, macroscopique? Micro, vous le savez, ça veut dire, c'est le diminutif de millionième, hein, mais ça veut dire micro, ça veut dire en fait petit, très petit. Et puis macro, c'est le contraire, hein, c'est très gros. Et scopique, ça veut dire que c'est le regard qu'on pose, hein, c'est un regard microscopique, ça veut dire qu'on regarde à l'échelle du très petit, et macroscopique, ça veut dire qu'on regarde à l'échelle du très grand. En fait. Voilà pour les définitions de ces deux mots. Alors, vous allez comprendre, hein, je pense, pourquoi on utilise ces deux termes lorsqu'on parle de la force de frottement. Alors, la force de frottement qui nous intéresse, hein, il y a plusieurs types de frottement, mais celle qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle aussi la friction. Eh bien, c'est un phénomène physique qui apparaît dès que vous avez deux corps qui sont en contact. Donc, deux surfaces qui sont en contact. C'est ça qui est très important. Deux surfaces, deux corps qui sont en contact. Alors, en fait, la force de frottement, ça va être une interaction qui va avoir tendance à s'opposer au mouvement relatif des deux surfaces. Par exemple, si vous frottez vos mains l'une contre l'autre, eh bien, vous faites aller, moi par exemple en ce moment, je fais aller ma main gauche contre en haut et la main droite contre en bas, la force de frottement, elle a tendance à empêcher ma main gauche de monter et à empêcher ma main droite de descendre. Mais ça ne l'empêche pas, ça la freine juste un petit peu. Ça les freine en fait. Hein. Donc en fait, la force de frottement, ici, dans le cas que je présente, c'est bel et bien une force qui a tendance, hein, c'est une force qui a tendance à s'opposer au mouvement relatif des deux surfaces. Autre cas de figure que vous allez étudier bientôt, vous avez par exemple un objet qui est sur un plan incliné, je sais pas moi, une caisse qui est sur un plan incliné. Eh bien, cette tendance, si par exemple c'est de la glace, eh bien évidemment, là, vous le savez très bien, la caisse, elle aura tendance à descendre. Donc sa tendance, ce sera de descendre. Je vais l'écrire. Ici, tendance à descendre, à glisser vers le bas. Donc, maintenant, que va faire la force de frottement? Eh bien, la force, elle a tendance à s'opposer au mouvement relatif des deux surfaces. Donc, si la surface, par exemple, de la caisse a tendance à descendre, la force de frottement, elle va s'opposer à ça. Donc, elle va s'exercer de manière à empêcher, ou du moins limiter, le fait que la caisse descende. Et donc, on aura une force de frottement qui sera ici vers l'arrière par rapport à sa tendance. Alors, soit, comme on va le voir dans un tout petit moment, soit cette force de frottement que j'appelle en général FF comme force, grand F, et puis petit f pour frottement, soit cette force de frottement, elle est suffisamment grande pour empêcher la caisse de descendre. Dans ce cas-là, la caisse va rester immobile. On appelle ça le frottement statique. Ou alors, justement, cette force de frottement n'est pas assez grande pour l'empêcher de descendre. Puis du coup, ça va frotter en descendant. Et dans ce cas-là, on parlera d'une force de frottement cinétique parce que c'est une force de frottement de glissement quand il y a un mouvement. Donc ça, je vais le présenter dans les deux prochains transparents. Mais pour l'instant, j'aimerais juste revenir à cette notion de force de frottement de manière globale. Donc, il faut retenir pour l'instant que c'est une force qui a tendance à s'opposer au mouvement relatif des deux surfaces. Et voilà la deuxième chose importante, c'est une force, je vais le faire en vert ici, cette force, elle est proportionnelle à la force qui presse les surfaces l'une contre l'autre. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous propose chez vous de réaliser une petite expérience toute simple. Juste avoir deux mains pour faire ça. Donc, je crois que tout le monde est concerné. Donc, vous prenez vos deux mains et puis vous les frottez l'une contre l'autre. Mais vous les effleurez en fait. Donc, vous appuyez pas fort sur vos mains, juste vous effleurez. Et puis quand vous les glissez l'une contre l'autre, vous entendez ce bruit du frottement. Ça fait... Vous entendez. Alors, ça veut dire qu'il existe,
Mais en même temps, vu que vous arrivez à bouger vos mains, ça veut dire que la force, elle n'est pas très grande en fait, hein, la force existe, mais elle ne vous empêche pas de bouger les mains les unes par rapport aux autres, l'une par rapport à l'autre. Alors maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Il est écrit que la force, elle est proportionnelle, ici, à la force qui presse les surfaces l'une contre l'autre. Donc maintenant, on parle de la surface de la main gauche avec la surface de la main droite. Si on augmente la force de pression entre ces deux surfaces, entre les deux mains, ça veut dire que vous appuyez très fort les deux mains l'une sur l'autre. Et bien maintenant, essayez de les bouger comme tout à l'heure, des frotter. Et vous verrez que vous n'y arrivez plus. Si vous appuyez très fort, vous n'arrivez plus à les bouger. En tout cas, vous arrivez beaucoup moins facilement. Pourquoi? Parce qu'en augmentant la force qui presse les surfaces l'une contre l'autre, ben vous avez proportionnellement augmenté la force de frottement. Et du coup, cette force de frottement, elle est très grande maintenant et elle vous empêche justement de faire bouger une surface par rapport à l'autre. Alors, je vais en revenir maintenant à cette histoire de microscopique et de macroscopique. L'origine de la force de frottement, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, elle est microscopique. C'est-à-dire que quand vous regardez une surface, par exemple, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais moi, j'ai une fenêtre à côté de moi. Et donc, cette fenêtre, la vitre, hein, si je vais caresser la vitre avec mon doigt, eh bien, elle est très, très lisse. Très, très lisse. Donc, à l'œil nu, comme ça, elle a l'air très lisse, cette vitre. Mais en réalité, si on regarde à l'échelle des atomes, eh bien, elle n'est pas très lisse. Si on regarde au microscope, eh bien, on va voir des petites aspérités sur cette vitre. Hein. C'est ce qui est dessiné ici, là, les petits. Alors là, évidemment, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pour donner une idée qu'il y a des aspérités. Et ma main aussi, hein, la peau, elle a l'air assez lisse, mais si on va regarder au microscope, ben on verra que la peau, elle est un peu biscornue. Hein, les petits éléments de la peau, de l'épiderme, sont eux-mêmes aussi biscornus. Donc, il y a des petites aspérités sur une surface et sur l'autre, toujours. Alors, en réalité, ce qui va se passer, c'est que chacune de ces petites aspérités va interagir avec les petites aspérités qu'il y a sur l'autre surface. Et ça crée une toute petite force, parce que l'aspérité, elle est toute petite. Sauf que comme il y a beaucoup d'aspérités, bah, ces petites forces, elles vont toutes s'additionner. Et la résultante, c'est une force qui est non négligeable et qui est ce qu'on appelle la force de frottement. Donc en fait, la force de frottement, c'est une force qu'on remarque, qui se manifeste, on va dire, à l'échelle globale d'un objet, comme une fenêtre, comme vos mains. Donc c'est ce qu'on appelle l'échelle macroscopique. Mais son origine, c'est les petites aspérités qui sont très, 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 très petites et qui sont des fois à l'échelle carrément des atomes. Et donc, c'est l'échelle qu'on appelle microscopique. Alors, je passe à la suite, c'est-à-dire au transparent suivant. Donc, je parle maintenant de ce qu'on appelle le frottement statique. Alors, dans le frottement statique, il y a le frottement et il y a le mot statique également. Alors, le frottement statique, comme je l'ai défini ici, c'est une force qui s'exerce en deux surfaces, deux corps, qui sont en contact, mais qui ne bougent pas. Donc, c'est par exemple, attendez, je vais prendre un truc, là, je vais prendre, pour donner un exemple, ici j'ai un bloc-notes, c'est une surface, et puis dessus, je pose un stylo. Et donc, si j'incline le stylo comme ça, je vais prendre une gomme. Parce que le stylo, il est en plastique, il glisse trop. La gomme, je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Ça, c'est peut-être mieux. Ouais, ça, c'est top, ça. Voilà. Donc, j'ai une perforatrice. Voilà. Donc, cette perforatrice, si j'incline le bloc, vous voyez que je peux l'incliner un petit bout, puis la perforatrice, elle ne glisse pas encore. Mais si j'augmente le bloc, pardon, pas le bloc, si j'augmente l'inclinaison du bloc, au bout d'un moment, la perforatrice, elle se met à glisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que, premièrement, s'il n'y a pas de frottement,
admettons qu'on ait une surface complètement verglacée. Et donc, s'il y a une surface complètement verglacée, il y aura deux forces qui agissent sur l'objet. Il y aura le poids vers le bas et la force de soutien qui est perpendiculaire à la surface. Donc maintenant, si vous construisez ce qu'on appelle la résultante de ces deux forces, eh bien, vous allez obtenir une force qui est, grosso modo, comme je viens de le dessiner, c'est-à-dire une force qui est parallèle au plan incliné. Ça, c'est la résultante des deux, R. Je vais quand même écrire qu'ici, il s'agit de la force de soutien et ici du poids. Et donc, cette force cette résultante des deux va faire en sorte que l'objet va glisser. Donc, maintenant, si l'objet ne glisse pas, ben, ça veut dire que cette résultante, elle est en quelque sorte annulée par une troisième force qui va s'opposer à ce mouvement qui est vers le bas. Et cette force-là, cette troisième force, c'est une force de frottement qui aura tendance à retenir l'objet dans le sens contraire de la tendance dans laquelle attendez, là je mélange un petit peu. Donc, l'objet a tendance à descendre et donc il y a une force qui s'oppose à cette tendance. Voilà. Cette force, c'est la force de frottement statique. C'est ce que j'ai dessiné ici. Vous retrouvez le même schéma. Ici, le poids. Ici, la force de soutien. La tendance, c'est que l'objet a envie de glisser vers le bas. Mais comme il y a en plus une force de frottement, eh bien cette force de frottement s'oppose au fait qu'il aille vers le bas, donc elle annule en quelque sorte cette résultante de S et de P, si bien que l'objet reste statique. Alors, la formule qu'on n'utilisera jamais, je vous l'ai mise comme ça pour votre information, mais la formule qui permet de calculer, si on l'utilisera, excusez-moi, je dis n'importe quoi. La formule qui permet de calculer cette force de frottement statique, c'est en fait pas une vraie formule, c'est ce qu'on appelle en maths une inégalité. Vous voyez qu'en fait ici, ce que veut dire cette formule, c'est que la force de frottement elle est plus petite ou égale à mu fois S. Alors, en réalité, pour faire simple, on va dire ça comme ça. En fait, la force de frottement, elle est plus petite ou égale à une valeur maximale. Donc, la force de frottement, elle peut avoir une valeur qui est un peu n'importe laquelle, jusqu'à ce qu'elle ait une valeur maximale. Et cette valeur maximale, elle est justement donnée par ce que j'ai écrit ici, mu fois S. Ça, c'est la force de frottement maximale. Alors, le mu, qu'il y a dans la formule ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient de frottement statique. Je ne sais pas si je l'ai mis ici, non. Alors, c'est une grandeur qui est une caractéristique des deux surfaces en question. Donc ça, c'est un coefficient de frottement. Et, frottement. Voilà. Et en plus, statique. C'est pour ça que j'ai mis un petit S, mais on n'est pas obligé de mettre le petit S. On peut mettre mu tout court. Et puis, ce grand S qu'il y a ici, là, ça, c'est la force de soutien que vous connaissez depuis la semaine passée. La force de soutien. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est, si je reprends mon exemple ici, bon, je vais quand même prendre je vais prendre ça. Je reprends mon stabilo sur mon bloc-notes. Si j'incline le bloc-notes, vous voyez que le stabilo, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, 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 et puis tout d'un coup, il bouge. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, ce qui s'est passé, je vais tâcher de vous l'expliquer en 2 ou 3 transparents sur une page vierge, ici. Voilà. Alors, dans un premier temps, mon objet, pardon, je vais faire ça en noir, mon objet était à l'horizontale. Donc, quand il est à l'horizontale, eh bien, il ne subit que 2 forces, comme on l'a vu. C'est d'une part son poids et deuxièmement la force de soutien dirigée vers le haut. Voilà. Je vais juste les noter. Ça, c'est la force de soutien et ça, c'est le poids. Bon. Maintenant, si on incline le plan incliné,
si j'incline le sol, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous retrouvez le bloc qui est comme ça. J'incline de manière à ce que le bloc ne bouge pas. Donc, en fait, ici, il y a toujours mes deux forces de tout à l'heure, c'est-à-dire le poids et, et la force de soutien. Mais en plus, donc je vais déjà les écrire, hein, là il y a une force de soutien et là il y a un poids. Mais apparaît une troisième force qui a pour but d'empêcher que l'objet glisse. C'est cette force-là qui est ce qu'on appelle la force de frottement. Alors, vous voyez qu'ici, là il y a un angle qui est nul, ici. Là, l'angle alpha égale 0. Et ici, bah, du coup, il n'y a pas besoin de force de frottement. Parce que si le bloc il est à l'horizontale, eh bien, il ne va pas partir ni à gauche ni à droite. Donc, s'il n'y a pas d'angle, il n'y a pas besoin de force de frottement. Donc, la force de frottement, elle est égale à 0. Et puis, ici, eh bien, on a que l'angle augmente. Donc, plus l'angle augmente, plus la tendance du bloc à glisser devient importante. Et donc, pour compenser cette tendance, il faut une force de frottement qui sera de plus en plus grande. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, plus vous augmentez l'angle, plus la force de frottement augmente. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la force de frottement, en réalité, elle est plus petite ou égale à une valeur maximale. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, puis au bout d'un moment, elle ne peut plus augmenter parce qu'elle a atteint cette valeur maximale. Donc, quand elle a atteint cette valeur maximale, eh bien, elle ne suffit plus, et donc l'objet, il va, comme il a tendance à descendre, eh bien justement, il va descendre. Donc, c'est pour ça qu'on a un signe plus petit ou égal dans la formule. Et je vous rappelle que pour calculer cette force de frottement maximale, il faut appliquer la formule mu fois S, où en général, mu est donné, hein, ou alors c'est le truc qu'il faut calculer, en principe. Ça, c'est pour la force de frottement statique. Alors, maintenant, j'en reviens à ma présentation et je vous parle maintenant de la force de frottement cinétique. Alors, la force de frottement cinétique, c'est le même principe, sauf que c'est quand ça bouge. Donc, c'est typiquement la force qu'il y avait entre vos deux mains quand vous frottez. Ou alors, quand je parlais du bloc qui descendait le plan incliné, justement, tant qu'il était statique, c'est une situation statique. Puis dès qu'on dépasse la fameuse valeur, hein, l'angle maximum, à ce moment-là, il se met à glisser. Et quand il glisse, il va quand même subir des frottements. Mais ces frottements ne vont pas suffire pour le faire s'arrêter. Donc, il va bouger. Et donc, à ce moment, quand il bouge, on parle de frottement cinétique cette fois. Alors, le frottement cinétique, je vais mettre ça comme ça, est une force qui s'exerce toujours entre deux surfaces en contact, mais quand elles sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Alors, pour la représenter, c'est très facile. Vu qu'il y a un mouvement, vous êtes censé connaître la vitesse hein, dans laquelle bouge l'objet, comme ça. Et donc, si cet objet bouge comme ça, la force de frottement qu'il subit de la part du sol, eh bien, c'est une force qui va dans le sens contraire. Pour la calculer, il y a une formule que je vous donne telle qu'elle. Justement, elle exprime, c'est presque la même que l'autre, hein, sauf que cette fois, c'est une égalité. La force de frottement cinétique, elle est égale au coefficient de frottement cinétique, mu, que j'ai appelé mu C. Hein, donc là, c'est un coefficient de frottement cinétique. Donc ça c'est souvent donné dans les exercices, hein, la valeur. Et puis, sinon, c'est justement le truc qu'il faut trouver. Hein. Et puis, donc, là-dedans intervient encore une fois la force S, qui est en fait la force de soutien qui s'exerce sur cet objet. Dernière chose, avant de répondre à d'éventuelles questions, vous vous rappelez peut-être que lorsqu'on dessine un vecteur force, il y a 4 caractéristiques. Il y a la direction, le sens. Donc là, la direction et le sens, c'est donné par la vitesse finalement. Hein, donc la direction, c'est la même direction que la vitesse. Puis le sens, c'est le sens opposé. Hein, c'est pour ça qu'ici, la force de frottement, elle va vers la gauche, tandis que la vitesse, elle va vers la droite.
L'intensité, c'est le nombre de newtons. Et il y a un dernier point qui est important, c'est le point d'application. Alors ici, je l'ai dessiné là, le point d'application. En réalité, cette force de frottement, elle s'applique partout où il y a contact. Donc, en réalité, elle s'applique sur toute cette surface de contact que j'ai représentée en jaune ici. Alors, la coutume veut que, pour des soucis, on va dire, esthétiques et pratiques aussi, qu'on fasse correspondre le début de la flèche avec l'extrémité de l'objet. C'est-à-dire que si vous mettez la force, si vous mettiez la force de frottement comme ceci, hop, là, c'est pas faux, donc je ne compterai jamais faux, ce genre de truc, mais si en plus vous rajoutez la force de pesanteur, du coup vous avez des vecteurs qui se croisent. Et ça, c'est pas très esthétique et ça amène de la confusion. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à l'écrire comme ça. Et moi, je vous dis que si vous la faites partir depuis le centre, pour moi, c'est bon. Donc pour moi, que vous fassiez l'une ou l'autre de ces choses, soit celle-là, pour moi, c'est OK. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris quelle est la direction et quel est le sens de cette force de frottement, c'est-à-dire quelle est sa nature. C'est tout ce qui compte pour moi. Le reste, je m'en fiche un petit peu.